Donc après le dictionnaire, c'est-à-dire après le vocabulaire, Freud s'occupe de la grammaire. La grammaire, c'est-à-dire le travail d'élaboration du rêve. Le travail d'élaboration, c'est la façon dont un certain discours est élaboré en un autre discours qui sera le discours du rêve. Ou plus exactement le film, si vous voulez, puisque c'est plutôt un discours en images. Comment on passe de pensée à des pensées en images. Et ce travail d'élaboration se fait essentiellement par trois procédés, le déplacement, la condensation et la mise en image, la mise en scène. Déplacement, c'est-à-dire que l'accent va être porté d'un endroit à un autre. Bon, par exemple, revenons toujours au rêve des billets de théâtre, Freud nous dit que l'attention a été portée sur les billets, le théâtre vide, etc. L'accent n'est pas mis sur la hâte, puisque selon lui, c'est cela l'élément fondamental du rêve. Donc, de fondamental, il est devenu secondaire. Je me suis dépêché d'eux, c'est devenu secondaire par rapport à tous les autres épisodes du rêve. Voilà, c'est un exemple de déplacement. La condensation, c'est le fait qu'il peut y avoir plusieurs significations sur une même image. Et là, je peux réinterpréter encore une fois le rêve du théâtre. La condensation, c'est le fait que dans l'idée, le parterre est vide, il y a à la fois, effectivement, je me suis trop précipité pour acheter les billets puisqu'il n'y a personne, et il y a aussi, eh bien, sur le devant de moi-même, il y a un vide. Hein. Il y a une condensation des deux significations. Mais il peut y en avoir encore plusieurs. C'est ce qui fait que l'interprétation peut être très riche. Il faut faire confiance au rêveur. Hein. Et enfin, la mise en image, c'est-à-dire l'élaboration d'un discours. Bon, alors, on a vu que quand il s'agit de représenter des objets, notamment des objets que sont les organes sexuels, masculins ou féminins, on n'a pas trop de mal. Justement, on représente un objet avec un autre objet. Un phallus par un cigare, et un sexe féminin par une tasse, un vase, une ouverture de fenêtre. Mais après, pour indiquer les relations entre ces mots, c'est-à-dire ce qui, dans un discours, fait l'articulation, le verbe, les expressions abstraites, les conjonctions de coordination, les conjonctions de relativité, tout cela, il faut que le rêve l'exprime d'une façon ou d'une autre. Soit par le fait qu'il y a une histoire, et l'histoire va donner un fil qui va représenter ces articulations. L'histoire, j'ai acheté les billets trop tôt, j'arrive au théâtre, finalement, c'est là que je me rends compte que j'ai acheté les billets trop tôt parce que finalement il y avait de la place. Hein, il y a des parce que qui sont représentés tout simplement en images par cette succession de faits. J'achète des billets, je me retrouve au théâtre et je constate que. D'où le sentiment de frustration, de regret. Bon, selon Freud, parce que je me suis marié trop tôt, selon moi, parce qu'il y a un phallus qui manque. L'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, faisons confiance aux rêveurs plutôt qu'à nos propres élaborations, puisqu'il est question ici des élaborations du rêve. L'expérience fait que le travail contraire de l'élaboration, c'est le travail d'interprétation. C'est-à-dire on restitue le déplacement de cet endroit ici à cet endroit-là, et la condensation qui permet de déplier le feuilletage des différentes significations mises sur la même image. Tout en parlant, là, je me dis que le déplacement, eh bien, il y a dans le rêve du théâtre ce déplacement des gens qui ne sont pas à leur place. Hein. C'est pas seulement le déplacement de l'intérêt du rêve de tel à tel endroit, c'est bien le fait que des personnes sont déplacées. Ça pourrait être des objets qui sont déplacés dans un autre rêve, hein, mais qui fait qu'il y a un vide là où on pourrait s'attendre qu'il y ait quelque chose, et il y a quelque chose là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un vide. Hein. Ça pourrait être ça aussi, tout simplement, le déplacement.
C'est une articulation, c'est de la grammaire, c'est une conjonction de coordination. C'est là et en même temps, ce n'est pas là. Hein. Ou ce n'est là que parce que il y avait un vide, conjonction de causalité. Bon, etc. Hein. L'histoire de l'élaboration du rêve, c'est l'histoire de la grammaire par opposition au vocabulaire de trouver toutes les significations possibles de telle ou telle image. Alors, il peut être beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux exemples d'analyse de rêve que Freud nous propose après toutes ces élaborations. Parce que dans ces analyses de rêve, on voit la technique de Freud à l'œuvre. Alors, je vous donne le premier exemple qu'il donne. Voici le texte du rêve. Son oncle fume une cigarette, bien qu'on soit samedi. Une femme l'embrasse et le caresse comme un enfant. Là, il faut bien suivre ensuite l'interprétation de Freud. Il dit, à propos de la femme qui l'embrasse, il dit que le sujet ne pense qu'à sa mère. Très bien, c'est le sujet dans sa singularité qui a apporté cette interprétation. Une femme l'embrasse, c'est sa mère. Mais il exclut le fait que l'oncle qui fume un samedi, il est juif. Fumer un samedi, c'est un péché. Il exclut que l'oncle, qui est un juif très religieux et très respectueux, ait jamais pu faire un péché pareil, fumer un samedi. Donc, voilà la phrase de Freud. Comme il exclut formellement la réalité de l'acte de son oncle, fumer un samedi, on est tenté de réunir les deux images par la relation de dépendance temporelle. La relation de dépendance temporelle, c'est-à-dire il restitue la grammaire du rêve qui se présente comme deux mots séparés. Premier mot, l'oncle fume. Deuxième mot, une femme me caresse. Ça a l'air n'avoir aucun rapport. Et il dit, le Freud, le problème, c'est justement de rétablir le rapport puisque ça vient ensemble. C'est qu'il y a un rapport. Ce rapport, il faut l'interpréter. Mais il donne la parole au sujet tant qu'il s'agit d'associer sur l'oncle et sur la femme, mais à partir du moment où il s'agit de faire le rapport entre les deux, c'est lui qui fait l'association, qui rétablit l'articulation qui manque entre les deux. Et l'articulation, il ouvre les guillemets encore une fois, comme si c'était le sujet qui parlait, mais c'est Freud qui parle. Il dit, au cas où mon oncle, ce saint homme, se déciderait à fumer une cigarette un samedi, je devrais me laisser caresser par ma mère. Hein, vous voyez, c'est la relation de causalité. Ou d'excuses, puisque l'oncle se permet un péché, moi je m'en permets un autre. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça peut fonctionner. Mais, voilà, on a cette dynamique entre le singulier et l'universel, où pour faire l'interprétation, Freud la saute, non pas dans un universel, mais dans sa singularité à lui. Là, j'ai rien à reprocher à son interprétation. Moi, je suis assez d'accord avec... là, c'est ce qui me viendrait aussi, à moi. Sauf que là, dans son texte, c'est lui qui le fait. À la place du sujet considéré. Et il dit, c'est là la tâche de l'interprétation, de reconstituer ces relations disparues entre les éléments du rêve. Alors, c'est la tâche de l'interprétation, mais l'interprétation, c'est qui ? Vous voyez, c'est cette façon aussi un peu d'objectiver. C'est-à-dire, c'est pas moi, Sigmund, qui fait l'interprétation, c'est l'interprétation qui se fait. C'est la tâche de l'interprétation. Bon, je ne vais pas le lui reprocher. Au contraire, je lui suis gré d'avoir inventé la psychanalyse et d'avoir aussi détaillé, comme ça, pour nous, sa façon de travailler. Parce que moi, ça me permet de travailler dessus, et ensuite d'élaborer moi-même la façon dont je me sens capable de travailler. Voici à présent un rêve dans lequel Freud nous dit lui-même que le dictionnaire des symboles ne nous sert pas à grand-chose.
Alors le rêve est le suivant, tel que raconté par un jeune homme, 13 juillet 1910, dites donc, c'est pas d'hier. Vers le matin, je fais le rêve suivant. Je descends à bicyclette une rue de Tübingen, lorsqu'un basset noir se précipite derrière moi et me saisit au talon. Je descends un peu plus loin, m'assieds sur une marche et commence à me défendre contre l'animal qui aboie avec rage. Vis-à-vis de moi sont assises 2 dames âgées qui me regardent d'un air moqueur. Je me réveille alors et, chose qui m'est déjà arrivée plus d'une fois au moment même du passage du sommeil à l'état de veille, tout mon rêve m'apparaît clair. Alors voilà, pas de symbole, nous dit Freud. Moi j'en vois un quand même, c'est la bicyclette, parce que je l'ai tellement rêvé moi-même, et je l'ai tellement entendu chez les analysants, autant filles que garçons, que je sais que la bicyclette c'est ce qu'il se fout entre les jambes, et donc c'est un phallus. Et donc, je l'interprète jamais comme ça aux gens. Je leur demande, c'est quoi la bicyclette ? Et puis quand on me répond, c'est un moyen de transport, c'est un truc à 2 roues avec une chaîne, oui, je dis d'accord. Et vous la mettez où ? Et alors les gens souvent me répondent, au garage, ou alors dans la pièce à vélo qui est en bas de mon immeuble. Les réponses sont souvent comme ça. Si on m'en dit pas plus, je m'en tiens là. Hein ? Me dire qu'on le range au garage, c'est aussi dire qu'on s'en sert que pour une activité sexuelle. Moi, j'entends ça. Mais j'en fais pas état. Je me borne à ouvrir une voie par des questions. Hein ? Et c'est là où le symbole fonctionne chez moi. Effectivement, dans un dictionnaire personnel de symboles que je me suis constitué, mais que je n'universalise pas au point de couper la parole à la personne en lui fournissant un universel à la place de son singulier. Ça me paraît important de rappeler tout le temps ça, même si j'ai l'air de me répéter un peu et de donc vous bassiner un peu. Ça me paraît super important. Alors, là, Freud nous dit que les symboles ne sont pas d'un grand secours et que donc il faut faire confiance à ce que dit le sujet dans ses associations. Et dans ces associations, le sujet dit, j'étais intéressé par une jeune fille. Cette jeune fille était toujours accompagnée d'un basset noir, et j'espérais que le basset, parce que j'aime bien les animaux, le basset pourrait me servir pour entrer en relation avec elle, pour lui parler du chien, quelque chose comme ça. Alors Freud dit voilà, ça c'est la singularité du sujet, on n'aurait pas pu le deviner. C'est vrai, et c'est très bien que le gars ait eu l'occasion de le dire. Il ajoute aussi, cette jeune fille avec son basset, je ne l'ai rencontrée que lorsque je circulais à vélo. Bon, élément objectif de la vie de veille qui rentre à l'intérieur du rêve, comme on l'a vu dans les premiers rêves examinés. Oui. Moi, je dis dans ma tête, il rencontre cette jeune fille que lorsqu'il est à vélo, c'est-à-dire son désir sexuel, le vélo s'anime lorsqu'il voit cette jeune fille. Et le basset qui ne l'a jamais mordu dans la vie de veille, mais le mord en rêve, c'est son angoisse de castration. S'il aborde la jeune fille par le biais du chien, il risque de se faire mordre. Il se fait mordre au talon, qui est, dans mon dictionnaire, une partie du pied, le pied étant une partie du phallus, une métonymie du phallus, un déplacement, c'est-à-dire à la place que ce soit l'organe sexuel, c'est les bords, les 2 pieds sont les bords de l'organe sexuel. Là, je raisonne encore une fois en topologue. Mais je raisonne aussi en psychanalyste en disant jamais je ne vais dire tout ça. Je vais me servir de tout ça uniquement pour poser les bonnes questions au bon moment. Alors, exemple inverse, d'un rêve où cette fois Freud nous dit le rêveur lui-même utilise tous les symboles et leur traduction. Il n'en était pas tel lui-même, et il dit je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin là, il se sert lui-même des traductions symboliques. C'est pas mal, le singulier, là, fait état d'une certaine connaissance de l'universel, ou tout simplement parlant de sa singularité, il
a rejoint l'universel. Voici le texte du rêve. Il se promène avec son père dans un endroit qui est certainement le prater, car on voit la rotonde et devant celle-ci une petite saillie à laquelle est attaché un ballon captif qui semble assez dégonflé. Son père lui demande à quoi tout cela sert. La question l'étonne, mais il n'en donne pas moins l'explication qu'on lui demande. Ils arrivent ensuite dans une cour dans laquelle est étendue une grande plaque de fer blanc. Le père voudrait en détacher un grand morceau, mais regarde autour de lui pour savoir si personne ne le remarque. Il lui dit qu'il suffit de prévenir le surveillant. Il pourra alors en emporter tant qu'il voudra. De cette cour, un escalier conduit dans une fosse dont les parois sont capitonnées, comme par exemple un fauteuil en cuir. Au bout de cette fosse se trouve une longue plateforme après laquelle commence une autre fosse. Et il interprète lui-même. La rotonde, ce sont mes organes génitaux. Le ballon captif qui se trouve devant n'est autre chose que ma verge, dont la faculté d'érection se trouve diminuée depuis quelque temps. Et voilà. Là, Freud a mis des guillemets. Il dit, le rêveur interprète lui-même, ouvrez les guillemets. La rotonde, ce sont mes organes génitaux, le ballon captif qui se trouve devant n'est autre chose que ma verge, etc. Refermez les guillemets. C'est intéressant parce que là, il fait vraiment parler le rêveur, alors que dans le texte même du rêve, il commence par « il se promène avec son père dans un endroit, etc. etc. » Donc, quelque part, Freud a la tentation de faire de ce rêve un récit objectif, puisqu'il vient d'un autre sujet que lui-même. Mais il lui redonne la parole au niveau de l'interprétation, ce qui est pas mal du tout, ce qui est cohérent avec la méthode freudienne. Mais on se demande, moi je me demande vraiment pourquoi ce rêve qui est indiqué en italique comme tous les rêves dans toute l'œuvre de Freud et dans la mienne, pourquoi il ouvre les guillemets sur un « il », comme si le sujet restait un objet, y compris dans le récit brut de son rêve. Le « il » continue jusqu'à la fin du rêve. Il lui dit, il pourra alors en emporter tant qu'il voudra, etc. C'est il. Voilà. Et dans l'interprétation, une fois que Freud a donné la parole au rêveur, il ajoute, pour traduire plus exactement, alors lui, il reprend la parole pour préciser, la rotonde, c'est la région fessière que l'enfant considère généralement comme faisant partie de l'appareil génital. La saillie devant la rotonde, ce sont les bourses. Dans le rêve, le père lui demande ce que tout cela signifie, c'est-à-dire quels sont le but et la fonction des organes génitaux. Et il continue, nous pouvons, sans risque de nous tromper, intervertir les situations et admettre que c'est le fils qui interroge. Je pense que Freud a toutes les chances d'avoir raison, mais voyez comme il est passé du « il », récit du rêve, au jeu, il restitue la parole du sujet rêveur, et à « nous », c'est-à-dire que non seulement c'est lui, mais il entraîne le lecteur dans sa conviction qu'on peut inverser les propositions du rêveur et penser que c'est le fils qui interroge et non pas le père. Même si je pense qu'il a tout à fait raison, il y a quand même tout ce jeu grammatical, je, il, nous, qui pose question, qui interroge, qui me fait réfléchir. Pareil, un peu plus loin, pour donner une interprétation plus claire que celle que le sujet a donnée, Freud ouvre les guillemets et le fait parler, mais c'est lui qui parle. Si j'avais demandé à mon père des renseignements relatifs aux organes sexuels, voilà. Et ensuite, nous retrouverons bientôt par la suite le développement de cette idée, dit-il. Effectivement. Alors, il s'aperçoit que la plaque de fer blanc qui est dans la cour, évidemment, c'est pas commun. C'est pas un symbole dans le dictionnaire des symboles. Mais, alors là, on fait appel au rêveur, cette plaque de fer blanc, elle fait partie du local où le père exerce son commerce. Bon. Moi, j'entends tout de suite,
Freud ne l'entend pas, là c'est moi, hein, j'entends ça. Le père exerce son commerce, comme on dit en français, dans l'ancien français, avoir commerce avec une femme, c'est la baiser. Il s'agit effectivement de ça dans ce que dit le rêveur lui-même, parce que le père voulait détacher un morceau de la plaque de fer. La première interprétation que donne le rêveur, c'est la malhonnêteté du père qui trompe ses clients. Il enlève un morceau de la plaque pour en donner un peu moins. On peut supposer qu'il vend des plaques de fer. Bon, peu importe. Mais pour le rêveur, c'est une représentation de la malhonnêteté du père. Première interprétation, condensation. Deuxième interprétation, onanisme, c'est-à-dire masturbation. On disait onanisme dans les textes intellectuels de l'époque. Maintenant, on dirait plutôt masturbation. Et là, ma connaissance de l'allemand me permet de dire qu'il se trouve que en allemand, se masturber, vulgairement, se dit sich erreichen, c'est-à-dire s'en arracher une, littéralement. Alors qu'en français, on dit plutôt se branler. Mais s'en arracher une, bah oui, le père arrache un morceau de la plaque de fer. Seulement, l'avantage de cette formulation allemande, c'est que elle inclut, là c'est moi qui le dis, elle inclut dans l'onanisme, la masturbation, sa sanction, c'est-à-dire la castration. Comme il pourrait y avoir castration, suite, comme punition, à avoir voulu en arracher une dans le commerce du père. Le commerce du père, c'est quoi ? C'est la mère. Ça, c'est pas dit. Encore une fois, c'est moi, là. C'est moi qui associe. Et je poserai des questions si j'avais été en face d'un rêve pareil. On peut encore une fois voir cette dualité entre moi, Freud, l'universel des symboles, la singularité des sujets. Quand il parle de la fosse, dans cette cour, il y a un escalier qui conduit à une fosse et il compare les parois de la fosse au capitonnage d'un fauteuil. Et le rêveur lui-même, nous dit Freud, l'interprète en évoquant le mou capitonnage des parois vaginales. Bon, il a certainement raison, puisque c'est le rêveur. Et Freud ajoute, il est honnête, il dit c'est pas le rêveur, c'est lui, il ajoute, de ma part, la descente, comme dans d'autres cas, la montée, signifie l'acte de coït. Je pense qu'il a raison aussi, mais c'est lui qui l'ajoute, c'est moi qui l'ajoute. Ça pourrait faire l'occasion d'une question au rêveur et non pas la question d'une interprétation. J'en profite pour faire une incise là, c'est que dans l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, ouvrage de 1900, Freud parle essentiellement de ses rêves à lui, et je pense que c'est ça qui lui donne cette capacité de pouvoir interpréter les rêves des gens, avec cette ambiguïté entre lui, l'universel, ce que disent les gens, alors que ici, il se sert essentiellement des rêves des autres, en disant d'une part qu'il faut faire confiance au rêveur dans son interprétation, mais en rajoutant ses propres interprétations, sans nous dire, des fois il le dit, des fois il ne le dit pas, s'il a communiqué ses interprétations au rêveur ou pas, et si le rêveur a accepté ses interprétations ou pas. Bon, c'est une lacune de ce travail, ce que je ne reprocherai certainement pas à Freud. Il était dans le début de l'invention de la psychanalyse, il était dans un processus de recherche, et je suis plus d'un siècle plus tard, et j'ai fait énormément d'interprétations de rêves, ce qui m'amène à faire ces remarques.